abonnez-vous, suivez-nous, parce que là on a du lourd qui va arriver cette année les gars. Et on a un bel événement qui commence cette année je trouve. Ouais, avec quand même une belle affiche, main event avec un Français, Nassourdine Imavov, ça fait plaisir, ça faisait longtemps, et puis le seul qu'on a eu c'était Cyril Gane. Là donc Nassourdine c'est sa première fois. On espère que ça va aller bien pour lui et ouais cool que en plus son premier à l'UFC. En plus son premier main event à l'UFC. En plus ce combat moi j'étais hype quand il avait annoncé la première fois. Il me semble que c'était. Je pense pas qu'il était censé être sur UFC Paris, je crois que c'était l'été dernier, quelque chose comme ça qu'il a été annoncé. Et il avait été annulé, donc moi j'étais super hype, donc je suis content qu'ils l'ont remis en place. Franchement, en plus Kelvin Gastelum, malgré toutes les défaites qu'il a prises récemment, c'est quand même un gros nom. À 185 quoi. Généralement tu le bats, tu vas pour un titre quoi. Donc franchement beau combat. En plus c'est sur 5 rounds, donc c'est intéressant de voir Nassourdine sur un 5 rounds. Mais je pense qu'on va commencer avec quel combat tu vas vas faire les 4 combats donc les 4 combats masculins de la main card. Donc on va commencer avec Umar Nurmagomedov contre Raoni Barcelos. Umar Nurmagomedov donc qui est favori comme d'habitude, côté nord. 20 et Raoni Barcelos à 4,80. Donc forcément Umar préférence pour lui. Je sais pas si tu vois une porte toi pour Raoni Barcelos. Ouais, moi je suis grand fan de Raoni Barcelos, franchement. Super bon combattant. Très très bonne lutte pour un Brésilien, il était dans l'équipe nationale de lutte du Brésil. Il m'a toujours impressionné moi, Raoni Barcelos. Il a vraiment fait mal à Trevin Jones sur son dernier combat. On se souvient de vraiment une belle performance, mélanger la lutte, mélanger le striking. Toujours il mettait la pression tout le temps sur les 3 rounds, alors que Trevin Jones c'est pas n'importe qui, tu vois, il est vraiment dur à cuire. Et il n'avait pas de réponse pour Raoni Barcelos, donc Raoni qui a 36 ans il me semble maintenant, mais qui montre vraiment pas son âge, hein. Il y a des gens avec qui tu peux avoir des mecs à 36, 37 et ils sont pas encore sur la sortie, donc franchement c'est fort possible que Umar Nurmagomedov le lutte et gagne une décision unanime. Mais je vois quand même une avenue pour Raoni Barcelos, il a un bon grappling. Les amener au sol sont assez créatives et sa lutte défensive est vraiment, je dirais pas impénétrable, mais presque impénétrable. D'après ce qu'on a vu pour l'instant, après c'est sûr que c'est un Nurmagomedov, c'est le cousin de Khabib, il s'entraîne avec Islam, il s'entraîne avec des mecs qui s'entraînent à 70 kg, tu vois. 15-0. 15-0 invaincu. On a vu ce qu'il a fait de Brian Callagher. On a vu ce qu'il a fait c'était pas Sergey Morozov qui l'avait battu, c'était Nate Maness, qui était quand même le seul gars à finir Taylor Lapidus. On se souvient à TKO. D'ailleurs c'était par TKO il me semble. Donc franchement Nate Maness c'est vraiment un bon combattant et Umar Nurmagomedov il a lavé le sol avec lui. Donc ça m'a impressionné parce que quand Umar, il me semble qu'il était à Bellator, il était au Brave aussi. Quand je le voyais contre des oppositions un peu moins expérimentées, je me disais il est censé faire ça à ces mecs-là, tu vois. Mais quand je l'ai vu faire ce qu'il a fait à Nate Maness, j'ai dit ouais. Il avait également aussi battu Brian Keller, qui est un gros vétéran de l'UFC, qui a combattu pendant longtemps à l'UFC, qui est toujours d'ailleurs. Qui va sur des décisions avec Cody Stenham quand même, tu vois, il va sur des décisions avec des mecs qui sont forts, vétérans, et là, voir Umar Nurmagomedov qui l'a étranglé comme ça au premier round facilement, j'étais vraiment impressionné, donc je dirais le pari intelligent ce serait Umar Nurmagomedov par décision. Je pense pas qu'il arriverait à finir Raoni Barcelos, ni par soumission, ni avec le striking, et si Raoni Barcelos gagne, ce serait par finish plutôt. Soumission ça m'étonnerait, peut-être un KO, un TKO, mais encore je suis pas convaincu. Mais je pense que ça va être un combat plus équilibré que ce que les cotes me montrent. Et je verrai bien une décision unanime mais pas ridicule quoi. On verra pas un Raoni ridicule, Ouais, moi je pense que Umar après c'est pas un combat à parier forcément super intéressant hein, pour que tu choisisses le camp de Raoni Barcelos. Mais mettre dans un petit combiné Umar. Mais après moi je me risquerais
pas mettre de soumission, de finish. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Moi, je dirais qu'il va le soumettre, mais à voir. Ouais, non, pas un combat super cool pour les paris. Mais ouais, qui va être, j'espère, intéressant. Ouais. J'espère qu'on verra Randy Barcelos qui va survivre. En plus, on sait bien que à 61 kg, franchement, c'est chaud. Ils sont techniques, les gars. Y a pas ils abandonnent pas facilement. Tout le monde est fort au sol, d'une manière ou d'une autre. Ils bégayent. Il y en a pas un qui bégaye à 61 kg, sinon tu n'y es pas à l'UFC. Tu vois, c'est vraiment une catégorie de malade, quoi. Donc, je ferais plutôt la décision. Ok, après on a donc Punahele Soriano contre Roman Kopylov. Donc Puna qui est favori à 1,58 et Roman à 2,40 pardon. Donc ouais, les bookmakers voient Puna et moi j'ai une petite préférence pour Roman Kopylov. Ouais. Puna il est bon mais il m'a jamais super impressionné, il a perdu contre des mecs, des bons gars mais on va pas dire le top de la catégorie. Donc ouais, je pense que Roman Kopylov il peut le prendre. Ouais, après le truc c'est qu'avec Punahele il grandit à l'UFC un peu, tu vois, je pense qu'il est rentré à 7-0, quelque chose comme ça. Il avait pris le 0 quand même de Dutso Djokovic, le suédois là il me semble. Il n'est pas suédois mais il est européen. Et il était 10-0, je me rappelle Puna la KO au deuxième round. Oh non, premier round. Et après il a eu un combat contre Brendan Allen qui était assez compliqué, je me rappelle il s'était vraiment fait outstriker sur l'extérieur. Et ensuite le combat qui m'avait vraiment inquiété c'était contre Nick Maximov. Il avait pas de réponse sur la lutte. Nick Maximov faisait tout le temps la même chose, les mêmes entrées, et Punahele ne s'est jamais adapté en temps réel. Et il a perdu une décision que pour moi il aurait dû gagner ce combat, tu vois. Donc Nick Maximov qui est plus à l'UFC d'ailleurs. Il n'est plus à l'UFC, ouais. Après c'était plutôt par rapport à que ces combats étaient assez ennuyeux et je pense que vu que maintenant Nate Diaz n'est plus à l'UFC, ils avaient plus vraiment envie de lui rendre service, quoi. Et vu que Nick Maximov il avait que des décisions, il s'est fait étrangler en 40 secondes et après il a perdu une décision dans laquelle il était vraiment mal quand même, tu vois, il galérait, c'était pas glorieux. Donc je pense que une fois que son contrat c'est fini, ils l'ont laissé partir. Et mais ouais, c'est vrai que perdre contre lui, surtout qu'il faisait la même chose tout le temps. Kopylov il est plus polyvalent. Il n'est pas aussi fort dans les entrées de lutte, même si c'est un Roscoe, c'est quand même plus un striker. On l'a vu jouer le jeu du striking contre Alexo Di Chiricho, il l'avait KO au troisième round, mais il s'était fait toucher aussi, tu vois, donc il se prend des patates quand même, c'est pas comme s'il était un Roscoe super clean qui rentre dans la lutte directement et qui reste dans la lutte, quoi. Il aime bien monter en haut, il aime bien utiliser ses points, donc ouais, ça dépend. Je pense que si Punahele le joue intelligemment et qu'il arrive à faire un peu mordre Kopylov sur des phases de bagarre, quoi, de vraie bagarre, il peut le toucher. Parce que lui, il a la touche de Zeus, quoi. Il te touche Punahele, franchement, c'est chaud des fois. Tu vois, mais le problème, c'est qu'il n'est pas assez précis et des fois, il n'est pas assez calibré, quoi. Il fait un peu des mauvaises décisions par moment. Et comme je dis, il est grandi à l'UFC, il est arrivé avec que 7-0, donc forcément c'est pas énormément d'expérience comparé à quelqu'un comme Kopylov par exemple, qui a combattu plus de mecs chauds même avant l'UFC. Mais je vais quand même prendre Puna, c'est un mec de Vegas, je vais me mettre derrière lui, je pense qu'il peut le faire. Je vois bien un KO parce que Kopylov il se fait toucher quand même. Il se fait toucher et des fois il est un peu... je dirais pas maladroit, mais il fait pas trop attention parfois dans certaines phases et je le vois se laisser ouvert, se prendre un parpaing et tomber. Pas sur un clean KO, mais peut-être sur un TKO et ça se finit au sol avec des patates. Parce que Punahele il est fort au sol aussi quand c'est lui qui est en offense. En défense il bégaye un peu plus, en offense il est vraiment vraiment bon. Donc vu que je pense pas que Kopylov va lutter tout le temps, je pense qu'il aura quelques fenêtres d'opportunité pour le battre. Et je verrais plutôt, ouais, donc si tu prends Puna, je pense qu'il faut aller par finish TKO. Je dirais pas la round, mais peut-être la fin du deuxième. Mais ça peut être premier, ça peut être au troisième. Franchement, c'est des big boys aussi, c'est chaud. Mais ouais.
Toi t'es sur... Moi je dis une décision pour Roman. Ouais, fort possible, hein, fort possible. Franchement c'est des combats très équilibrés qu'ils nous proposent là, c'est ce début d'année. Ouais. Y a pas vraiment... Bon, même le Umar Nurmagomedov, Raoni Barcelov, c'est pas un paysan quoi, tu vois. Ouais. Donc c'est pas comme si tu lui mettais Jay Perrin, tu sais ce que je veux dire. Là tu te dis ok, bon, ça va être sûrement... Bah après on sait jamais, c'est le MMA, mais ça risque d'être un peu one-sided. Mais non, franchement bien joué pour cette carte. Et donc ensuite le co-main event de la soirée, Dan Ige contre Damon Jackson. Dan Ige qui est légèrement favori à 1,80 et Damon Jackson à 2. Je pense que ça va évoluer pour Dan Ige. Je pense que sa cote elle va descendre et celle de Damon Jackson va augmenter d'ici fin de la semaine. Ouais, ça a l'air un peu déséquilibré. J'ai quand même une préférence pour Dan Ige. Le mec il a fait des main events et tout. Ah c'est sûr. Et ils mettent Damon Jackson qui il a KO. Il revient d'un gros chaos sur Sabatini, c'est vrai. Très impressionnant d'ailleurs. Mais on l'a vu dans des grosses galères contre, je pense, Topuria, tu vois, où il a pas tenu... Ouais. Après quand on voit ce qu'il fait, il y a Topuria, franchement. Ouais, c'est sûr. Quand tu le vois qu'il met des KO Jai Herbert, qu'il a quoi, qui combattait à 77 kg, franchement c'est... Et plus récemment avec Bryce Mitchell, Ouais. Donc mais ouais, je vois Dan Ige, 1,80. J'ai une grosse préférence pour lui. C'est sûr. Dan Ige, franchement, enfin, on n'a pas besoin de... Le mec, on sait qu'il est dur, quoi. On sait qu'il est dur, même quand il perd, il se fait jamais finir. Il perd que des décisions. On regarde son résumé à l'actuel, il a pris ses dernières défaites contre Movsar Evloev. C'est compliqué. Korean Zombie. Et Josh Emmett, pour moi, Josh Emmett, il avait gagné. Donc il avait battu Josh Emmett, combattu. J'ai l'impression que Josh Emmett d'ailleurs, entre parenthèses, on lui fait des petits cadeaux à droite à gauche, hein, parce que là ça fait 2-3 combats que je remarque, ouais, c'est quand même, tu vois, on est quand même sur le doute quand on regarde les cartes. Hein. Juste une petite parenthèse, parce que Josh Emmett quand même, là Dan Ige il serait pas dans cette situation, tu vois, s'il lui aurait donné cette... parce que là, Dan Ige se retrouve dans une situation où il a 3 défaites d'affilée. Même s'il en perd une autre, je pense pas qu'il le couperait parce que juste il a sauvé la compagnie plusieurs fois en venant en short notice sur des beaux main events, parce que quand tu fais des Movsar Evloev, il n'y a pas une grande queue pour les combats de Cynic là, tu vois, c'est pas comme à la queue du Starbucks le matin où tu vois il y a 18 personnes. Attends, je pense pas que ce soit comme ça, tu vois, je pense que c'est plutôt les mecs, quand ils appellent pour combattre Movsar Evloev, c'est là, ils sont en train de faire la vaisselle, ils ont pas vu l'appel, tu vois, parce que j'ai l'impression il se fait tout le temps refuser Movsar, c'est pour ça qu'on ne voit pas combattre trop. Mais ouais, non, Dan Ige contre Damon Jackson. Donc là on se retrouve à un moment important pour sa carrière, quoi. Parce que soit il reste dans le top 15, ou soit il va descendre et là on va lui donner que des prospects. On fait un peu en sorte maintenant avec Damon Jackson, qui vient de KO Pat Sabatini salement quand même. Pat Sabatini qui est un très gros prospect avec un sol de ouf, une cardio incroyable, le striking qui laisse encore un peu il faut encore un peu travailler dessus, mais c'est quand même correct. Damon Jackson qui là j'ai pas envie d'utiliser les mots sodomisé, mais j'ai envie de... Ce que je veux dire, c'était chaud quand même. C'était chaud. J'étais époustouflé, je m'y attendais pas du tout. Moi je pensais que Pat Sabatini allait vraiment laver le sol avec Damon Jackson, et il m'a prouvé le contraire. Il a eu des gros combats à PFL, Damon Jackson, il a eu une grosse carrière. Ouais, c'est compliqué parce que je pense qu'il a quand même une chance. Dan Ige, il a pris beaucoup de dégâts récemment. C'est quand même bien de voir qu'il a pris un break depuis le Movsar Evloev. Je sais qu'il voulait combattre Alex Caceres. C'est ce que j'avais entendu dernièrement. Il essayait d'avoir le match-up contre Alex Caceres, mais on lui a pas donné, j'ai envie de te dire Dan Ige par décision, mais je pense que ça va être un peu plus chaud que les gens pensent. Parce que Damon Jackson, il est vraiment dur à cuire, très bonne cardio, bon sol, et il a la capacité de finir les combats même au 3e round. On l'a vu contre Mirsad Bektik. Ouais. Franchement, il se faisait lutter, il se faisait contrôler, il se faisait frapper de partout. Il arrivait avec une guillotine de nulle part au 3e round comme ça, contre Mirsad Bektik. Impressionnant.
Et je pense que d'ailleurs c'est lui qui a mis Michel Bertic à la retraite aussi. Mais ouais, donc ouais, je vais prendre Dan Ige par décision, mais ne soyez pas surpris les gars, c'est un peu plus serré que ce que ça en a l'air. Parce que Damon Jackson, franchement, c'est pas un peintre. Hein. Moi je reste sur le KO de Dan Ige, ouais. Je pense qu'il va le KO. Mais... Et donc on peut passer au main event de la soirée. Kelvin Gastelum contre Nassourdine Imavov. Spécial changement de dernière minute. On se retrouve avec Kelvin Gastelum qui vient de pull out, donc de se retirer du combat pour des causes un peu on ne sait pas trop. Et donc nouvel opposant pour Nassourdine Imavov, donc Sean Strickland. C'est pas la même là. Différent. Ouais. Et 205. Ouais, il y a 93 kilos. 93 donc, kilos, ouais. Ça fait aussi un gros changement. Donc moi j'étais très chaud pour Nassourdine Imavov sur ce combat, mais là franchement ça m'a refroidi, même si je continue à y croire. Mais là je vois plus de KO, je vois peut-être une décision, je vois sûrement une décision, ouais. J'espère la décision pour Nassourdine Imavov. Dis-nous un peu ce que tu as dit de ce changement. Vraiment intéressant comme combat. J'étais vraiment excité quand j'ai vu ces news, franchement, parce que Gastelum est toujours excitant, mais il est un peu prévisible, donc on sait qu'il est un peu... il est pas vraiment... Ah, tu préfères que ce soit Strickland là que... Ah oui, en termes d'opposition, oui, parce que en fait pour moi Gastelum est un peu prévisible, donc on sait qu'il est petit pour la catégorie, on sait qu'il coupe pas trop de poids, il est vraiment petit en taille. Il est épais, il a beaucoup de pouvoir dans les mains, mais il est quand même vraiment, je sais pas comment on dirait, undersized. C'est pas un vrai 185, tu vois, il devrait combattre à 77 kg. Ouais, il est petit pour... Il devrait combattre à 77 kg, parce qu'il est trop petit pour cette catégorie. Et le fait qu'il perde des décisions contre Jared Cannonier, tu vois, qui est vraiment vraiment lourd pour cette catégorie. Il perd des décisions contre Robert Whittaker, qui est vraiment le meilleur de cette catégorie en dehors de Adesanya, je dirais. Il a les capacités, mais il est toujours trop petit. Et Nassourdine, il est vraiment vraiment à la taille pour cette catégorie. C'est un prospect qui monte. Donc je voyais vraiment Nassourdine qui était trop grand dans la cage pour lui, sa présence trop, le momentum trop gros. Là, on a quelque chose de différent. Je pense que l'opposition de Sean Strickland est plus compliquée pour Nassourdine, parce que Sean Strickland, là, il vient de 2 défaites. Donc la défaite contre Pereira qui avait un KO. La défaite contre Cannonier, pour moi, il avait gagné. J'avais Strickland gagnant. Donc là, il a le feu aux fesses. Il est toujours en forme. Il n'a pas eu besoin de faire le cutting. Du coup, là, il est au poids là où il va combattre. Il va arriver en mode normal. Et qu'est-ce que c'est normal pour Sean Strickland? Moi qui habite à Las Vegas et que je le vois dans beaucoup de sessions où je vais, où je le vois un peu de partout, c'est qu'il fait du sparring toutes les semaines, quoi qu'il arrive. Qu'il ait un combat ce mois-ci, cette semaine, dans 2 semaines, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, tu sais où tu vas le trouver. Tu vas le trouver à tous les jours de sparring à Extreme Couture. Tu vas le trouver, tu vas aller là-bas, tu vas le voir au jour de sparring et il va être le premier avec ses gants et il va être chaud, tu vois, il va demander à tout le monde. Il va demander à Francis Ngannou, il va demander à des mecs, tu vois, il va demander à tout le monde. Donc c'est un mec qui est toujours prêt. Donc il y a beaucoup de choses qui s'indiquent dans ce combat directement. On te dit short notice, waouh, et aussi catch weight. Mais tout ça favorise Sean Strickland. Il n'a pas le stress d'une fight week normale, il va être en mode sparring normal. Et ouais, donc là du coup on se retrouve avec un Strickland qui a le feu aux fesses, qui revient, pour moi c'était une victoire contre Cannonier. Il a montré qu'il était au-dessus de la catégorie, mais là il a vraiment quelque chose à prouver parce qu'il est sur 2 défaites. Donc là on parle que s'il perd ça, c'est 3 défaites à l'UFC. Le fait qu'il le prend en short notice, ça l'aide un peu au cas où il prend une défaite quand même, parce que je pense que l'UFC le regardera ces 3 défaites différemment. Service, ouais. Je pense qu'il faudrait qu'il ait 4 ou 5 défaites pour qu'il se fasse éjecter, et je pense que ça n'arrivera pas. Mais c'est un Sean Strickland, je pense que là tu l'as au plus dangereux. Tu vois ce que je veux dire? Là tu l'as en mode le plus dangereux. Il vient de 2 défaites, il est en forme, il a pris aucune injury, il a pris aucune blessure sur son dernier combat. Il a fermé la carte de l'année, il ouvre la carte de cette année.
Ouais, mais c'est jamais très bon, t'as vu quand ils enchaînent les... Non, c'est les sûr, combats. c'est sûr, c'est jamais très bon. Mais quand même, niveau, quand tu parles à Sean Strickland, parce que c'est un peu différent, tu vois. Mais après, ouais, c'est un manque de... Le style d'entraînement, il n'y a pas beaucoup de gens, à part lui et Chris Curtis, franchement, qui fait le même genre d'entraînement, qui se fait du sparring toutes les semaines. Et je connais personne qui fait ça, tu vois, et je pense que c'est compliqué. Et Nassourdine, ça m'a l'air d'être quelqu'un, après je le connais pas personnellement, mais ça m'a l'air d'être quelqu'un qui fait des grosses préparations, vraiment bien préparé pour un adversaire, comme ils font au MMA Factory. Franchement, leur gameplay, ils sont toujours en or, hein. Franchement, ils sont intelligents, ils ont un bon IQ. Et c'est ça que je kiffe, regarder les combats des Français en général même, tu vois. Les Français en général ont un bon IQ, mais les MMA Factory, ce qu'ils proposent, c'est comme ces quelques dernières années, c'est vraiment calculé quand même, tu vois. Ouais. C'est des gros gameplay. D'ailleurs, ça m'étonne de Fernand Lopez, tu crois qu'il a... Lui, de lui-même, il a accepté le truc. Parce que je me dis, il y a la vie de Nassourdine forcément qui compte. Ouais. Forcément, Nassourdine, il va être chaud bouillant. Mais je sais pas si la décision, elle aurait dépendu que de Fernand Lopez. Je suis pas sûr que... Je pense que si t'es prêt à combattre Kelvin Gastelum, t'es déjà prêt à l'enfer, tu vois, t'as déjà fait la prépa pour un enfer. Et même si les styles sont différents et la manière de gagner et la manière de perdre sont différentes, je pense que la puissance et la préparation que tu dois faire contre un mec comme Gastelum, ça te met vraiment dans le rouge, ça te met vraiment au bout de toi-même. Et quand t'arrives, je pense qu'il arrive à Las Vegas, le lundi on lui dit ça, moi je me mets dans sa tête, c'est mort, tu vois. Si t'as fait une prépa de 4 mois pour... tu vois, t'es déjà à Vegas, t'es déjà là, t'es déjà à l'hôtel de l'UFC, pourquoi... Enfin, je veux dire. Après, ouais, Strickland, c'est complètement différent comme combat. Et juste le fait que ce soit lui, ça aurait été n'importe qui d'autre, j'aurais dit, putain, c'est chaud. Mais juste le fait que ce soit Sean Strickland, ça me dit, ah, peut-être, tu vois. Parce que lui, vraiment, il est assez fou pour faire ça. Et j'ai vu beaucoup de commentaires contre lui quand je vois sur les les médias ou les réseaux sociaux. Je vois beaucoup de commentaires négatifs sur Strickland, mais je pense qu'il est un peu mal compris sur le circuit européen, parce que franchement il fait délirer ce mec. Il dit ce qu'il pense, tu vois, il est toujours là à faire il dit des choses que voilà, en 2023 c'est toujours... C'est vrai, ouais. C'est vrai, mais je sais pas si... Parce que quand même, tu vois, en France ils ont un bon humour et ils sont toujours prêts à rigoler. Et je trouve que Strickland, il apporte un peu de cet humour un peu direct, un peu, tu vois, vraiment un peu en mode daron, tu vois. Et j'ai jamais vraiment trouvé détestable. Même quand je l'ai rencontré plusieurs fois, il a toujours été super marrant, tu vois. Donc je vois un peu d'haine. Après, ça peut être juste parce qu'il combat Nassourdine. Donc je vois beaucoup de haine contre lui. C'est possible, ouais. Après, ça fait plaisir. Quand c'est de la haine comme ça fait plaisir, tu vois. C'est bien quand c'est supporter un camp, tu vois. Et c'est pour la merde un peu. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait plaisir. Et les Français sont forts à ça quand même. Mais ouais, donc du coup, niveau appréciation, enfin là, je m'égare un peu en tant que fan, mais niveau prédiction, franchement, on se retrouve là, je me retrouve dans un dilemme. Je peux voir Nassourdine commencer à prendre un peu le dessus au 3e, au 4e, mélanger un peu la lutte, faire bégayer Strickland, et peut-être même le finir au fin de 3e, début de 4e, peut-être fin de 4e, en fin de combat. Mais je peux voir aussi Nassourdine qui commence à se frustrer. Ouais. Je peux voir un Nassourdine qui commence à se fatiguer, même pas par rapport à la cardio, par rapport à juste la frustration d'un mec comme Strickland. Même il va parler, ouais, sûrement. C'est ça, ouais. Tu vois, si le combat devient ennuyant, je pense que ouais, il va parler. Il est plus vieux, Strickland, que Nassourdine. Ouais, il a que 32 ans, mais ouais, il est un peu plus mature. Il va le prendre un peu de haut, je pense, niveau gamin. Et il va essayer de l'énerver. Ouais. Je pense qu'il va essayer de l'énerver. Et du coup, on va voir Nassourdine comment il réagit. Mais ouais, moi je dis la meilleure porte pour Nassourdine, c'est la décision. Après, si ça part dans ces délires-là et qu'il l'énerve et tout, peut-être un KO. Peut-être que Nassourdine il sort vraiment le mode super guerrier, le KO. Ou peut-être que c'est lui qui se fait avoir ou qui perd à la décision de cette façon. Mais ouais, là, du coup, c'est un plus gros test pour Nassourdine, je dirais, qu'un Gastelum. Parce que ouais, il aurait battu un Gastelum, il aurait mis KO ou il gagne à la décision, tout le monde aurait dit ouais, c'est un vieux Gastelum. Je pense pas il aurait mis pas le même. Ouais, je pense pas il aurait mis KO, mais je pense qu'il aurait gagné une décision. C'était mon pic, mais ouais, non, peut-être pas. Bah, il aurait pu être le premier après, c'est sûr, c'est ouais.
Après, tu vois, ça c'est le genre de pic où quand ça marche, on te dit t'es un génie, tu vois. Et quand ça marche pas, on te dit ouais, tu fais quoi? Ouais. Mais ouais, moi je pense que ce qui serait passé quand il aurait combattu Gastelum, ça aurait été décision. Il aurait gagné une décision bien en contrôlant, en touchant beaucoup. Gastelum qui fait la même chose, qui s'adapte pas. Et on aurait dit ouais, c'est Gastelum en fin de carrière, on va dire. Même s'il est vraiment jeune, Gastelum, c'est juste que sa carrière a commencé très tôt. Mais là, c'est Sean Strickland, même pour moi, même si je suis en short notice, là, si Nassourdine bat Sean Strickland, là, ça change quand même un peu les choses. Ouais, c'est sûr. Là, je le vois avec les Derek Brunson, je le vois avec les Marvin Vettori. C'est beaucoup mieux. Là, il y a Roman Dolidze maintenant qui va combattre Marvin Vettori. Ce serait intéressant de voir le gagnant de ce combat contre le gagnant de Marvin contre Dolidze. Clairement. Mais ouais. Donc ouais, non, mon niveau près, je m'écarte parce que je suis indécis en fait. Mais j'ai envie de dire Sean Strickland par décision. Moi je dis l'inverse, Nassourdine par décision, mais ouais, surtout parce que j'ai envie de voir des Français gagner, j'ai envie que le sport en France prenne un peu plus, et pour ça on a besoin de Français qui aillent loin. Donc ouais, je suis à fond avec Nassourdine. Et on verra bien. En tout cas, ouais, je suis vraiment excité pour ce combat. J'étais pas excité tant que ça pour Gastelum contre ouais, moi j'ai plus Nassourdine. les chocottes là. J'ai la même hype, mais là j'ai un peu plus peur. Ouais, franchement, moi ça m'excite beaucoup plus parce que c'est déjà c'est imprévu, donc tu vois, c'est excitant. J'ai pas trop eu le temps d'y penser. Ça fait voilà, on fait un breaking news emergency. Après oui, niveau sportif, je pense que ouais, c'est plus intéressant. Ouais, plus intéressant, plus de manières de gagner pour Strickland, plus de manières de gagner pour lui que Gastelum. Donc forcément une opposition un peu différente, et ça va être intéressant de voir l'adaptation que Nassourdine fait en si peu de temps, quoi, en 5 jours. Parce que c'est chaud, tu vois, quand on dit ouais, Sean Strickland il le prend en short notice. Ouais, mais Nassourdine il le prend en short notice aussi, tu vois. Donc ouais. Bah, on a fait le tour de ce combat. On a 2 avis différents. Moi j'ai Strickland par décision. Et moi Nassourdine. Donc voilà. On verra qui a raison. On va voir ce qui se passe samedi. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Portez-vous bien.